Bonjour, je suis heureux d'être à nouveau avec vous en ce jour de confinement pour un nouveau cours de philosophie morale. Nous allons aborder un quatrième thème de l'éthique contemporaine, à savoir l'éthique de la science et de la technologie. Nous avons beaucoup parlé de la bioéthique. Nous allons élargir le sujet donc aujourd'hui en voyant les questions éthiques qui se posent dans les domaines de la science et de la technologie, dont font partie les biotechnologies. C'est plus large que simplement la bioéthique, c'est tout ce qui concerne l'éthique de la science et de la technologie, quelle que soit cette technologie, quelle que soit cette science. Large domaine donc, celui que nous allons aborder aujourd'hui, et domaine très important, puisque les sciences occupent une place très importante aujourd'hui. Et les technologies de même. Les sciences et la technologie ont modifié en profondeur notre façon de vivre. Nous ne vivons plus aujourd'hui comme nous vivions il y a 100 ans, 200 ans. Notre vie n'est plus la même. Et cela pose beaucoup de questions. Nous allons voir toutes ces questions. La science, la technologie jouissent aussi aujourd'hui d'un prestige sans pareil, car elles prétendent à l'objectivité des faits. Les faits scientifiques. On y croit aujourd'hui aux faits scientifiques, bien plus qu'aux valeurs, bien plus qu'aux idées philosophiques, qu'aux croyances religieuses, qui sont considérées, elles, comme étant subjectives, alors que les faits scientifiques sont considérés comme étant objectifs. Et l'éthique, elle aussi, est par beaucoup considérée comme étant subjective et de moindre valeur donc que la science et la technologie. L'éthique est aujourd'hui bien souvent séparée de la science. Elle est considérée comme subjective, la science est considérée comme objective. Il y a donc une sorte de scission, bien souvent, entre l'éthique et la science aujourd'hui. Scission qui repose sur cette distinction entre l'ordre des faits et l'ordre des valeurs. Faut-il donc éviter de faire de l'éthique des sciences? Est-ce que nous pouvons arrêter ici ce chapitre et aller boire un verre? Si ma foi, l'éthique n'est que chose subjective, et si la science c'est l'objectivité, que dire? Que dire en éthique des sciences? Serait-ce qu'il n'y a aucune éthique des sciences? Eh bien non. Il y a une éthique des sciences et de la technologie. Et cette éthique, même si nous vivons dans un monde pluraliste où tout ce qui concerne, et c'est un héritage du néopositivisme, les sphères éthiques, religieuses, est déconsidérée par beaucoup, d'aucuns s'accordent pour dire qu'il y a tout de même certaines valeurs éthiques dans les domaines scientifiques, qui eux sont considérés, sont mis sur un piédestal. Karl Otto Appel estime que l'activité scientifique est inconcevable en dehors d'une communauté de discussion où sont respectées des valeurs qui donc ne sont pas considérées, ces valeurs, comme purement subjectives,
mais qui ont une valeur objective. L'interdit du mensonge, la liberté d'expression, l'égalité de tous les participants à la discussion, la loi du meilleur argument, suivant laquelle seule la force des arguments doit prévaloir dans une discussion, et non des éléments extérieurs tels que le pouvoir ou le statut social. Autant de valeurs qui, pour Carl Otto Appel, sont des valeurs importantes dans les domaines de la science, qui ne sont pas seulement des valeurs subjectives, aléatoires, mais des valeurs fortes, des valeurs objectives, des valeurs qui doivent s'imposer à tous. L'interdit du mensonge, la liberté d'expression, l'égalité de tous les participants à la discussion et cette loi du meilleur argument, suivant laquelle seule la force des arguments doit prévaloir, et non l'argent, le pouvoir, la politique. Si l'on aborde cela sous l'angle de l'éthique des vertus, il faut donc des traits de caractère, des dispositions morales, telles que l'impartialité, l'honnêteté intellectuelle, l'humilité aussi, qui nous permet de reconnaître quand nous nous sommes trompés, le parti d'accepter de voir le monde tel qu'il est, d'aller au fond des choses, même si c'est lourd de conséquences. Toutes ces vertus doivent être celles de l'homme scientifique, de l'homme qui développe des technologies. On voit donc que dans les divers domaines abordés jusqu'ici, l'éthique des affaires, l'éthique de l'environnement, la bioéthique, et ici l'éthique de la science et de la technologie, l'éthique des vertus a droit de citer. Elle a son rôle à jouer. Pour être un homme de science, un spécialiste en technologie, il faut aussi avoir des vertus. Comme pour être un manager, un homme d'affaires, il faut aussi avoir des vertus. Malheureusement, cela n'est pas toujours le cas. Et même dans le domaine de la science, l'on pourrait penser qu'on a affaire à des hommes honnêtes, à des hommes éprouvés sur le plan de l'honnêteté intellectuelle. Des vices se font jour. Et la réalité de la recherche scientifique est loin d'être ce que l'on imagine parfois, un monde où seul l'argument le meilleur prime, où seule la recherche de la vérité prime. Non. Malheureusement, bien souvent, ce qui prime, ce n'est pas cette recherche pure de la vérité, mais les intérêts économiques de telle ou telle recherche. On a étudié la semaine dernière le cas du domaine pharmaceutique, où bien souvent on a une pression financière qui s'exerce sur les recherches scientifiques. L'argent est puissant même dans le domaine de la science. Il y a aussi la recherche de la gloire. Beaucoup espèrent trouver une gloire en étant considérés comme des hommes intelligents, des grands savants, des hommes que l'on écoute, sorte de sages du moment. Il y a d'autres problèmes tels que les problèmes d'abus dans les recherches. On pense notamment à des cobayes que l'on expose à des virus pour voir ce que cela donne, pour voir si on peut trouver des solutions, mais en sacrifiant d'une certaine manière certains cobayes. Ceci dit, le caractère ouvert, doit-on dire,
de la recherche scientifique où on doit être transparent, on doit publier des résultats, et ces résultats sont visibles par tous, fait en sorte qu'une fraude peut difficilement rester ignorée très longtemps. Ainsi, quand on publie des articles véritablement scientifiques, on doit les publier dans ce que l'on appelle les peer reviews. Donc c'est une publication qui est acceptée après contrôle de pairs, de collègues, mais anonyme. Le texte est anonyme également. Et il y a au moins 2 experts anonymes, 2 pairs, qui lisent l'article qui est anonyme et qui donnent leur accord. Cet accord peut être inconditionnel, cet accord peut être conditionnel. On peut le publier s'il y a telle ou telle amélioration, ou bien c'est un non. C'est ce qu'on appelle les peer-reviewed papers. C'est seulement ceux-là qui sont considérés comme des articles véritablement scientifiques. Et donc on voit qu'il y a un contrôle qui s'exerce en amont, avant même qu'ils ne soient publiés, et puis en aval, puisqu'une fois qu'ils sont publiés, eh bien ils sont lisibles par tous, et ils sont sous le contrôle de la communauté scientifique. Et donc des fraudes peuvent difficilement rester ignorées très longtemps. Prenons le cas de la recherche sur des sujets humains. Suite aux expérimentations atroces des nazis sur des Kobe humains, le tribunal de Nuremberg formula un code de recherche médicale comprenant 10 principes éthiques. C'est ce qu'on appelle le code de Nuremberg. Lisons un article important de ce code de Nuremberg. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de la capacité légale totale pour consentir. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseignée et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, afin d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus, et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. Le sujet humain doit être libre pendant l'expérience de faire interrompre l'expérience s'il estime avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller. Voilà une recommandation, un principe éthique du code de Nuremberg qui concerne les expérimentations sur des Kobe humains. On voit encore que la règle du consentement libre et éclairé est aujourd'hui une règle fondamentale, comme en bioéthique, on en avait parlé. Cette règle semble être une règle fondamentale dans la société dans laquelle nous sommes. Certains avanceront une approche plus utilitariste. Cette approche utilitariste, inspirée par l'analyse des coûts et bénéfices, a longtemps prévalu. Et selon cette approche utilitariste, on peut sacrifier quelques Kobe humains pour le bien de l'humanité. La balance coût-bénéfice penche en faveur de l'expérimentation
sur des cobayes humains non consentants, puisque en sacrifiant quelques personnes, on va pouvoir trouver un vaccin qui va sauver l'humanité entière. Cette approche utilitariste qui a longtemps prévalu chez certains est battue en brèche aujourd'hui, notamment par le Code de Nuremberg. On ne peut pas faire payer la facture comme ça à certains s'ils ne l'ont pas choisi. Une autre approche est l'approche déontologique, plus qu'ancienne. Et de nos jours, il est clair que l'approche utilitariste a cédé le pas à cette approche déontologique qui affirme le primat du principe de respect de la personne et des droits individuels. On fait volontiers appel au principe kantien du respect de la personne pour elle-même. On connaît cette maxime de Kant selon laquelle il faut respecter toujours la personne aussi comme une fin et pas seulement comme un moyen. Et en pratique, l'impératif kantien se traduit par une série de normes stipulées dans des codes de déontologie. Ces normes énoncent certains droits fondamentaux des participants à la recherche. Le Code de Nuremberg contenait déjà l'essentiel de ces normes, dont la plus importante, et cela révèle quelque chose de l'esprit de notre époque, je pense, c'est cette norme du consentement libre et éclairé, qui consacre l'autonomie inaliénable du sujet. Il y a donc une sorte de contrat entre le chercheur et le sujet, qui sont considérés comme deux personnes libres dans le respect mutuel. Il y a aussi cet article du Code de Nuremberg qui assure la liberté donc, pour les sujets de mettre fin à leur participation quand ils le veulent. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup du respect de la vie privée, une nouvelle valeur très importante. Aujourd'hui, on parle aussi de la confidentialité des données. Ces valeurs prennent aujourd'hui de plus en plus d'importance dans les nouveaux codes de déontologie régissant la recherche sur les sujets humains. En s'inspirant de l'approche de Hans Jonas, de sa philosophie de la responsabilité prospective, on pourra dire que dans une expérience scientifique, les sujets sont souvent dans une attitude de quasi-adoration du chercheur. Et ça, c'est un problème. C'est un problème que l'on rencontre. Malheureusement, on idéalise parfois trop le chercheur scientifique et on risque de l'idéaliser à ce point que on accepterait n'importe quoi pour lui. On accepterait de faire tout ce qu'il nous demande. Et une expérience scientifique célèbre, l'expérience de Milgram, est très intéressante à cet égard. Je vous lis le descriptif de cette expérience. Il s'agit d'une expérience menée dans les années 60. Selon le schéma de l'expérience, deux individus viennent dans un laboratoire de psychologie pour apporter leur concours à des recherches sur la mémoire et l'acquisition des connaissances. L'un est appelé l'enseignant et l'autre l'élève. L'expérimentateur explique qu'il s'agit d'étudier les effets de la punition
sur l'acquisition des connaissances. L'élève est conduit dans une salle où on le fait asseoir sur une chaise électrique en réduction. On lie ses bras avec une courroie pour prévenir des mouvements excessifs et on fixe une électrode à son poignet. Puis on lui annonce qu'on va lui lire des listes de mots simples groupés deux par deux et qu'on mesurera ensuite sa capacité à se souvenir du second mot lorsque le premier lui sera répété. À chaque erreur, il recevra une décharge électrique de plus en plus violente. L'expérience en fait est axée sur l'enseignant. Celui-ci observe d'abord l'élève ligoté sur son siège, puis s'installe devant un impressionnant générateur de courant électrique. Le tableau de bord de l'appareil comporte 30 commutateurs à manette alignés à l'horizontale. Chaque commutateur est clairement identifié par une étiquette indiquant le voltage produit entre 15 et 450 volts et qualifiant la force de la décharge. Légère, modérée, forte, très forte, intense, extrêmement intense et enfin danger, décharge très violente. Tous les sujets, avant de commencer à enseigner, entre guillemets, reçoivent à titre d'échantillon une décharge de 45 volts. Et la secousse les renforce dans leur conviction que l'appareil fonctionne réellement et qu'ils vont donc donner des décharges électriques à l'élève. L'enseignant est un sujet de bonne foi. Il s'est présenté au laboratoire en réponse à une annonce parue dans un journal local et demandant des volontaires pour une étude scientifique sur la mémoire. L'élève ou la victime est en réalité un acteur qui joue la comédie et qui ne reçoit aucune décharge électrique. Le but de l'expérience est de constater jusqu'où ira un individu placé dans une situation concrète dont les données sont quantifiables, une situation où il lui est ordonné d'infliger une douleur de plus en plus grande à une victime qui proteste. Un conflit apparaît quand l'homme qui reçoit la décharge commence à manifester un malaise. À 75 volts, il grogne. À 120 volts, il se plaint bruyamment. À 150, il exige qu'on arrête l'expérience. Code de Nuremberg. C'est un des principes du code de Nuremberg. Plus le voltage s'élève et plus sa protestation se fait véhémente et chargée d'émotion. À 285 volts, il réagit par un cri d'agonie. Bientôt après, il ne profère plus aucun son. Eh bien, devinez un peu quel pourcentage va jusqu'à l'extrême limite. 62%. 62% des personnes vont jusqu'à l'extrême limite. C'est dire si, dans un cadre scientifique, avec un professeur en blouse blanche, un laboratoire, dans une université, avec un beau hall d'entrée, etc., les gens ont confiance. Et les gens acceptent de se plier aux exigences de la méthode scientifique, cautionnée par cette équipe de laborantins, avec un professeur. Et les gens vont jusqu'à infliger des décharges mortelles aux personnes. Même si ces personnes, bien avant, ont demandé d'arrêter l'expérience, ont supplié pour qu'on arrête l'expérience. C'est beaucoup dire sur la soumission à l'autorité et cette inégalité entre le scientifique et le Kobe. Comme le met en évidence donc Hans Jonas, les sujets sont souvent dans une attitude de quasi-adoration du chercheur, de confiance absolue dans la recherche scientifique. Un film, d'ailleurs, met en scène cette histoire. C'est I comme Icare. Je vous conseille de le regarder.
La plupart des gens sont prêts à faire dans le cadre d'une expérience scientifique toutes sortes de choses qu'ils refuseraient ordinairement d'accomplir. Imaginez que dans la rue, il y ait un fil électrique par terre, et les gens n'accepteraient pas de prendre le fil et de le mettre sur la dame qui est en face. Mais dans un laboratoire, ils acceptent de le faire, 62%. Les sujets sont donc, suivant l'analyse de Hans Jonas, dans une situation d'extrême vulnérabilité qui devrait commander une sollicitude extrême de la part du chercheur, qui doit alors protéger le sujet contre sa propre crédulité. Une certaine prospection doit être assurée. Il ne s'agit donc pas seulement d'un contrat d'égal à égal, d'un contrat de fort à faible. Bien sûr, la norme du consentement libre et éclairé contribue à compenser l'inégalité de pouvoir entre chercheur et sujet, mais cette inégalité est telle que le chercheur doit en plus faire preuve d'une particulière sollicitude à l'égard du sujet et d'une attitude prospective à son égard, aussi en fonction de l'état particulier du sujet, son âge, son degré d'éducation, etc. En regardant les choses sous l'angle de l'éthique des vertus, il serait plus souhaitable que les chercheurs soient soumis dès lors à toute une série de tests pour contrôler leur activité. Ils doivent développer des vertus propres à la recherche qui ne peuvent pas être simplement écrites dans un code de déontologie qui est toujours très formel. Il faut vraiment que le chercheur lui-même ait des vertus à l'intérieur de lui-même qui lui permettent de garder une attitude droite en toutes circonstances. Dans le domaine des sciences humaines, qui est celui de l'expérience de Milgram, le principe du consentement libre et éclairé n'est pas toujours respecté, car si l'on dit tout de suite au sujet, bien souvent, l'expérience sera impossible. Si on avait dit la vérité au sujet, on n'aurait jamais pu faire l'expérience de Milgram. C'est une question controversée. Il y a eu pas mal de débats autour de certaines de ces expériences. Par exemple, on a fait des expériences sur la peur de mourir en simulant un crash d'avion. Certains en sont ressortis traumatisés. On peut lire un autre exemple ici. Une expérience qui porte sur les effets de la récompense et de la punition sur la réussite scolaire. L'étude consistait à utiliser 5 systèmes de notation différents dans la correction d'examen. Ces 5 systèmes étaient d'une sévérité graduée, allant du plus rigoureux au plus indulgent. Ils furent appliqués aux premiers examens mi-semestriels d'un cours dans un collège. On évalua ensuite les conséquences de ces divers systèmes de notation sur le rendement des élèves lors d'un second examen mi-semestriel. Les différences dans les notes étaient très marquées. Par exemple, le système le plus rigoureux attribua un échec à 30% des élèves, alors qu'un autre système leur donnait des notes variant de 60 à 70%. Après le deuxième examen, on informa les élèves de l'affaire. Et on publia de nouvelles notes pour le premier examen conforme au système de notation habituel. Soulagement. Mais entre-temps, certains étudiants avaient dû vivre des moments d'angoisse, croyant avoir échoué au premier examen. Et c'était évidemment un des buts de l'expérimentation. Cependant, il faut noter que les résultats démontrèrent que ces différents systèmes de notation n'avaient eu aucun effet sur le rendement des élèves lors du second examen. Expérience controversée, car pour avoir des résultats, on a dû mentir à un moment.
ne pas dire la vérité au sujet. Certains estiment qu'il y a un problème éthique là, donc une violation du code de Nuremberg. Stanley Milgram a été touché par cette critique et il a répondu en disant qu'en effet, si on avait dit la vérité aux gens, on n'aurait jamais pu découvrir ce qu'il a découvert. Et puis qu'après l'expérience, il avait écrit aux personnes pour les inviter à un entretien, à les aider à passer le cap psychologiquement, à relire l'expérience et à voilà, ne pas trop culpabiliser, ne pas être traumatisé par ce qu'ils avaient vécu, mais tous n'ont pas bien vécu cela, il faut bien le dire. Quand vous apprenez que vous avez été mis dans cette situation, que vous avez tué une personne, que vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas protesté, c'est pas facile à accepter, quoi. Voilà. En même temps, c'est la réalité. Ça dit quelque chose de la vie humaine, de ce qu'on est. C'est intéressant. Mais jusqu'où peut-on aller ? Dans le domaine de la technoscience, d'autres questions se posent encore. Il y a donc l'éthique sur le plan de la recherche en sciences. Jusqu'où peut-on aller dans les expérimentations ? Il y a aussi l'éthique dans le domaine de la technoscience, dans la technologie. Une éthique sur le plan de l'application des sciences, sciences appliquées. Aujourd'hui, les deux domaines sont très liés. Même les recherches les plus fondamentales en sciences sont souvent justifiées par leurs retombées technologiques. Et dans le cas de la technoscience, les questions éthiques sont très apparentes. Le domaine de la bioéthique touche beaucoup à la technoscience. Il s'agit de techniques comme la fécondation in vitro, etc. On peut penser aussi à la bombe nucléaire. Est-ce que c'est bon de développer une bombe nucléaire ? Etc., etc. Aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, de nombreuses questions se posent. C'est ainsi qu'on insiste de plus en plus sur le respect de la vie privée, etc. Parce que toutes ces technologies de l'information sont très intéressantes et en même temps peuvent avoir des effets pervers, notamment dans le domaine du respect de la vie privée, de l'exploitation des informations. On est prêt à vous offrir des ponts en or, à vous offrir la gratuité pour de nombreux services, si simplement vous acceptez de donner votre âge et quelques préférences sur ce que vous aimez faire dans la vie. Imaginez un petit peu que quelqu'un au marché, ici à Beaurain, sur la place, vous dise « Écoutez, madame, je vous offre gratuitement ce poulet avec les légumes en plus. Si vous me dites si vous préférez les tomates ou les oignons. » La dame va dire « Mais je préfère les tomates. Je vous offre tout gratuitement. Bonne journée. » Mais cette information, j'aime les tomates, elle vaut de l'or. Pour ceux qui récoltent des informations comme ça sur tout le monde et peuvent les analyser. Des questions éthiques nouvelles se posent donc. Comment aborder ces questions éthiques ? Une fois encore,
différentes positions coexistent. Certains adoptent une vision humaniste. L'être humain est la source des valeurs, et la technique n'est que l'instrument de leur réalisation. Dès lors, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise, ce sont les fins pour lesquelles on l'utilise qui le sont. Dans cette conception, la technoscience conserve sa neutralité fondamentale à l'égard de la morale. C'est un petit peu, voilà, une position techno-neutre. Les technologies offrent des possibilités, ce sont des faits, d'une certaine manière. Et de l'autre côté, il y a les valeurs, et les valeurs, c'est ce que l'homme en fait. Une scission entre des faits techniques et puis l'utilisation morale ou pas de ces faits, de ces données techniques. Cette vision neutre, voilà, n'a aucun argument à objecter au développement de la technologie d'une certaine manière. Si c'est neutre, ben autant développer la technologie. Et à cet égard, on observe que le développement technique est quelque chose, on pourrait presque dire, une valeur, sans vouloir faire du mauvais esprit, quelque chose de très important aujourd'hui. On vit dans une sorte conduit par une sorte d'impératif technicien. Aujourd'hui, il faut développer un maximum ce que l'on peut faire sur le plan technique, comme si le salut venait de la technique. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Nous n'avons jamais, en tant que société, politiquement, choisi de nous engager consciemment et volontairement dans un processus généralisé d'informatisation. Or, ce processus paraît maintenant inexorable. Nous devons nous y adapter sans savoir vraiment où il nous entraîne. Ainsi, notre monde semble plutôt être sous l'emprise de ce que le philosophe Gilbert Ottois appelle l'impératif technicien, faire tout ce qu'il est possible de faire, réaliser toutes les expériences, développer toutes les possibilités, toutes les potentialités. Tout est possible, et cette constatation exprime tout autant notre fascination que notre peur. Nous avons raison d'avoir peur, car cet impératif est étranger à toute morale, qui par essence invite à ne pas faire tout ce qui est possible, à restreindre librement notre liberté, parce que justement il y a de la valeur, il y a du bien et du mal. Donc cette neutralité n'est pas possible. Inventer une technique, ce n'est pas neutre. Il y a certaines techniques qu'il vaut mieux ne pas inventer pour des raisons morales. C'est justement cela, la morale, c'est se restreindre. Ne pas faire certaines choses parce que c'est mal, alors qu'on peut le faire. Dans le domaine de l'environnement, on le mesure aujourd'hui, on peut exploiter jusqu'au bout et de mieux en mieux l'énergie fossile. Mais on se constate que ce n'est pas éthique de le faire, d'utiliser cette possibilité que l'on a. Mais plutôt d'utiliser cette éthique d'utiliser d'autres possibilités, et pas celle-là, c'est donc se restreindre.
paraît donc évident qu'en plus de la passion pour le savoir et le faire, il y a en outre certaines contraintes éthiques et une autre approche humaniste, elle aussi, mais d'un autre humanisme, pas l'humanisme de la technoneutralité, mais l'humanisme de la responsabilité technique, mettra en évidence cela. L'homme est responsable de ce qu'il fait, n'est pas simplement là disposant de tout, et pouvant développer toutes les possibilités, toutes les potentialités, mais il est là responsable de tout, et devant gérer les choses pour le bien de l'humanité, mais aussi, peut-on dire, de tous les êtres vivants. Et donc il fera valoir des limites éthiques. Il y a également le facteur financier qui joue. Le système économique dans lequel nous sommes stimule le développement en technosciences, l'appelle et rend possible sa réalisation concrète, c'est un élément très important. Les nouveaux produits, les nouvelles technologies sont l'un des meilleurs atouts de l'entreprise sur le marché. Il y aura toujours quelque part un acheteur pour une innovation, fût-elle une bombe à neutrons, qui pourrait détruire une partie de l'humanité, voire plus. Ou bien, nous le verrons, des techniques qui permettent de faire grandir des embryons en dehors du sein maternel, du début à la fin. Les enjeux économiques sont tels que, d'une certaine manière, l'impératif technicien semble être défendu par le système lui-même. Et face à cela, quelqu'un comme Gilbert Ottois notamment, met en garde. Jusqu'où ira-t-on? Jusqu'où faut-il contrôler la technoscience? Le milieu scientifique est divisé à cet égard. De nombreux scientifiques sont de prime abord réfractaires à cette forme de contrôle de la recherche. Ainsi, un groupe de savants méfiants, donc par rapport au traité de Rio sur le réchauffement climatique, a lancé l'appel de Heidelberg. Selon eux, c'est la technique qui sauvera le monde. Il n'est surtout pas question d'arrêter le progrès. C'est une position que celle de ces savants qui ont lancé l'appel de Heidelberg. Ils sont habités par un optimisme à tout craint et ils croient vraiment en leur discipline. Inutile donc surtout, évitons de restreindre pour des raisons morales la liberté des scientifiques. Ils doivent avoir une liberté totale dans tous les domaines, pouvoir tout faire, et la technique sauvera le monde. S'il y a des problèmes techniques liés, des problèmes éthiques liés à une technique particulière, une autre technique viendra compenser les choses. On peut
développer des techniques polluantes. D'autres techniques viendront compenser cette pollution par développement de, je sais pas moi, des techniques dépolluantes. En 1988, un autre groupe de savants publiait une déclaration qui rétrospectivement apparaît comme aux antipodes de l'appel de Heidelberg. Nous pouvons en lire un extrait. La recherche, qu'elle soit dite fondamentale ou appliquée, est orientée par des choix économiques, sociaux, sanitaires ou militaires. Le chercheur ne peut ignorer cette orientation et la société est en droit de la juger. Fonctionnant sur un mode réductionniste, en ignorant toute autre forme de connaissance et de vérité, la science entre en conflit avec la nature, la culture et les personnes. Ainsi, sauf à être contrôlée et maîtrisée, elle fait courir des risques graves à l'environnement, au peuple et aux individus. Quelqu'un comme le médecin Jacques Tétart défend ce point de vue. En tant que citoyen, donc, et en tant qu'être humain, qui n'est pas là seulement pour se servir dans la nature, mais qui est là comme responsable, qui est là comme devant protéger à la fois l'humanité, mais aussi la nature, le savant a une responsabilité fondamentale à l'égard de la science et de la technologie. Une voie moyenne est celle de la régulation. Il est extrêmement difficile, voire impossible, de juger de l'opportunité de telle ou telle recherche. Et l'avenir de l'humanité est à bien des égards imprévisible. Il semble aussi évident que la prudence est de mise dans beaucoup de secteurs, et qu'il faut donc s'entendre sur une forme de régulation institutionnelle. Laissé à lui-même, le milieu scientifique ne semble pas capable de s'autoréguler et de rassurer la population sur la moralité de ses recherches. La population est ainsi amenée à demander au gouvernement d'intervenir pour surveiller et contrôler les activités scientifiques en fonction de l'intérêt public. Comment peut-on contrôler les recherches scientifiques? Ce sont des choix souvent difficiles à faire. Mais on ne peut pas non plus laisser le scientifique faire tout ce qu'il veut. Il faut donc une sorte de régulation par la société du travail scientifique lui-même, mais aussi des innovations technologiques. Le cas de la 5G se pose. On voit qu'il y a la volonté d'implémenter cette 5G et en même temps des réactions de la part de la population, de la part de certains scientifiques, de la part de certains politiques qui disent prudence, prudence. C'est donc une attitude éthique qui va à l'encontre de cette technoneutralité, de cet impératif technicien et qui dit non, en matière de science et de technologie aussi, il y a des limites à respecter. Il faut non pas se considérer comme tout permis, au-dessus de tout, mais il faut se considérer comme responsable, protecteur
de l'humanité, de la nature, des individus, des personnes. Prenons le cas des technologies de l'information et de la communication. Nous assistons à un processus que rien ne paraît devoir ni pouvoir arrêter, celui de l'informatisation de l'ensemble des activités sociales. Phénomène irréversible qui aura des effets difficiles à évaluer. Cela amène des questions éthiques très discutées. Certains voient dans l'informatique et les technologies de l'information quelque chose de magnifique. Et si je peux donner mon cours aujourd'hui, c'est grâce à cela. D'autres y voient un danger. Les deux sont vrais sans doute. Il y a le danger du fichage. Être dans des bases de données. Puis alors des embauches, des assurances. Si mon profil de santé est dans des bases de données, ce qui est le cas maintenant, est-ce qu'un assureur pourrait s'en saisir? On parle beaucoup du système de protection de la vie privée dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le tracing se fera en respectant, dit-on, la vie privée des gens. On fait confiance à ces personnes, mais il faut être attentif à ce que cela soit vraiment le cas, car beaucoup arrivent à contourner les systèmes de protection de la vie privée. Des hackers, des pirates informatiques. On a déjà parlé de ces problèmes de protection des données personnelles dans le cadre du chapitre sur la bioéthique notamment. Sur Internet, d'autres problèmes encore se posent. Problème de la propagande raciste. Problème de la diffusion d'informations dangereuses. Certains ont plaidé pour une forme de censure et de contrôle par l'État. Mais cela met en cause le droit fondamental à la liberté d'expression et d'opinion. Et un large mouvement d'opinion s'y oppose. On voit donc ici que l'on touche à un problème récurrent de morale, qui est celui de l'auto-limitation des droits. Il y a comme ça des droits fondamentaux, la liberté, la vie, la propriété. Mais on voit que certains de ces droits fondamentaux entrent en conflit. Ainsi, la liberté d'expression et d'opinion, ici, entre en conflit avec la protection des personnes, la vie de certaines personnes, le droit à la vie de certaines personnes, le droit à la vie privée aussi de certaines personnes. Et aussi le droit à la propriété intellectuelle. Internet rend facile le vol d'images, le plagiat, le vol d'idées. Un autre exemple de conflit donc entre droits fondamentaux, la liberté et la propriété. Notez à cet égard que cette notion de propriété intellectuelle a évolué. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur l'importance de citer les auteurs. Je suis bien d'accord avec cela.
mais ça n'a pas toujours été le cas. Ainsi, à d'autres époques, on pouvait reprendre une idée d'un auteur, citer, pour ainsi dire, mot pour mot, un auteur sans forcément inscrire de qui cela venait en bas de page. Ce qui comptait, c'était plus le contenu véritablement que de savoir de qui ça venait. Mais voilà, les choses évoluent aussi à ce niveau, et aujourd'hui, ce droit à la propriété intellectuelle voilà, a pris, disons, du galon. On voit que parfois des droits entrent en conflit et les uns prennent plus d'importance que d'autres dans tel ou tel contexte ou à certaines époques. Aujourd'hui, le droit au respect de la vie privée prend une importance capitale, notamment dans ce contexte de circulation extrême de l'information par Internet. Toutes ces questions technologiques, ces découvertes scientifiques, posent des questions éthiques multiples. Dans le domaine de la technologie, on peut encore parler de ce cas, la bombe atomique. On parle beaucoup de bioéthique, etc., mais il y a d'autres problèmes, celui de la bombe atomique, de la force nucléaire, par exemple. Einstein a eu un cas de conscience avec ça. Il était pour la paix, il a lutté pour la paix, mais durant la Seconde Guerre mondiale, voyant l'Allemagne monter en puissance et pensant que les Allemands travaillaient sur une bombe atomique, il a écrit au président des États-Unis, président Roosevelt, pour l'inciter à aller de l'avant dans la production de la bombe atomique. Il était convaincu que les Allemands s'étaient déjà engagés dans la même direction. Puis on connaît la suite. Les Américains ont développé la bombe atomique, ils en ont lâché 2 au Japon. À Nagasaki et à Hiroshima en 1945. Einstein éprouvait une grande culpabilité lorsque les Américains larguèrent leur bombe atomique sur ces 2 villes. Il savait qu'il avait contribué d'une manière indirecte au développement de la bombe. Et il n'avait plus désormais aucune emprise sur son utilisation. Voilà un cas intéressant. On voit que là, le scientifique lui-même se rend compte que son action n'est pas neutre. En même temps, ces découvertes ont apporté beaucoup de bonnes choses. Dans le domaine médical, on utilise des technologies qui sont redevables aux découvertes d'Einstein. Dans bien d'autres domaines aussi. Mais il y a cela également. Tout ça pose des questions. La science, la technologie ne sont pas neutres. Je crois qu'on peut prendre position ici et dire que ce rêve d'une neutralité scientifique, technologique, d'une scission entre les faits et les valeurs, les faits étant objectifs et neutres et les valeurs étant liées à l'utilisation de ces faits scientifiques et technologiques, de ces données scientifiques et technologiques, cette scission ne tient pas la route. Toute recherche scientifique, toute innovation technologique a des implications morales. Et il faut parfois restreindre volontairement les possibilités humaines pour des raisons éthiques, y compris en matière scientifique et technologique. C'est à faire avec beaucoup de sagesse, évidemment, et on ne sait jamais où on va. On ne sait pas non plus où va l'humanité.
Cela pose de graves questions également. Certains, plutôt technophiles, qui aiment beaucoup la technologie, estiment que nous sommes en train de vivre une grande révolution. La révolution des NBRIC, sigle désignant un ensemble de technologies de pointe convergentes, nanotechnologie, biotechnologie, robotique et sciences de l'information et de la communication. Une révolution telle que l'humanité elle-même est en train de changer. On parle alors de transhumanisme, voire de post-humanisme. L'ontologie humaine, ce qu'est l'humanité, est selon eux en train de changer. L'identité de l'être humain change et on va évoluer, l'humanité elle-même va évoluer vers une nouvelle humanité ou une humanité différente, voire même quelque chose qui est au-delà de l'humanité, disent les post-humanistes. Une humanité augmentée d'une certaine manière par la robotique, par les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et de la communication. Le cyborg, créature qui à ce jour demeure l'apanage des futurologues et de la science-fiction, existera, selon eux, grâce à l'intelligence artificielle, couplant le cerveau humain biologique à l'ordinateur. Et selon les transhumanistes, toutes ces avancées, qui prendront un certain temps, amènera à un autre être post-humain. D'aucuns considèrent que c'est là la chose la plus dangereuse de l'histoire humaine. Le philosophe et politologue Francis Fukuyama a dit du post-humanisme qu'il s'agissait de l'idée la plus dangereuse au monde. C'est le sens même de la vie humaine qui est ici en jeu. Selon plusieurs philosophes autres, dont la Canadienne Margaret Somerville et l'Allemand Jürgen Habermas, de telles perspectives doivent nous effrayer. En effet, elles semblent assez réalistes en plus. S'il n'y a pas de contrôle éthique, si on laisse l'impératif technicien régner, s'il n'y a pas de restriction, on semble se diriger réellement vers une grande évolution de l'humanité, voire même une nouvelle humanité ou quelque chose qui est au-delà de l'humanité. Les enjeux sont donc très importants et il semble que la technologie a un pouvoir énorme, les sciences ont un pouvoir énorme, le pouvoir même de faire passer l'humanité à un nouveau stade, changer l'identité humaine. En tout cas, déplacer des paramètres qui aujourd'hui semblent évidents, mais qui ne le sont pas, comme celui de l'engendrement de l'enfant par la femme. On peut conclure ce chapitre en lisant cette problématique de l'ectogenèse ou de l'utérus artificiel. Un jour, peut-être, sans doute, on ne le sait pas, mais les choses évoluent tellement vite qu'on peut se poser des questions. Il sera possible de faire grandir des bébés, des nouveaux êtres humains, sans qu'ils ne connaissent un passage dans l'utérus. Cela modifiera fortement
notre conception de l'humanité, de l'engendrement humain. Ces possibilités, c'est là la grande question, doivent-elles être actualisées? Il semble que le point de vue du technoneutre ou du technophile qui oriente sa vie en fonction de l'impératif technicien ne doivent pas être le seul point de vue, le point de vue dominant, mais que une certaine régulation des possibilités scientifiques et techniques doivent se faire, régulation en fonction du bien de l'humanité, de la société et de la nature également. L'idée que la technologie menace de déshumaniser l'être humain est complexe. Il faut d'abord pouvoir déterminer avec certitude les éléments que l'on considère comme essentiels à une vie authentiquement humaine, et ensuite préciser la manière dont certains changements technologiques risqueraient de les dénaturer ou de les dégrader. L'histoire humaine a été le théâtre de nombreuses révolutions qui ont été vues par plusieurs comme des catastrophes morales et qui ont certainement changé l'être humain de façon importante. Il n'y a qu'à penser au saut prodigieux qu'a comporté pour les humains le passage de la condition de chasseur à celle d'agriculteur, puis le passage à celle de travailleurs salariés vivant dans un espace urbain. Il n'est pas aisé cependant d'établir pour chacune de ces révolutions si elle a altéré l'essence même de l'être humain, si elle a entraîné une forme de dégénérescence. Nous prendrons mieux la mesure de cette difficulté en analysant plus à fond un exemple particulier, celui de l'ectogenèse. Tout le processus de la reproduction humaine est actuellement bouleversé par l'innovation technologique. On en a parlé la semaine dernière, quand nous avons vu la bioéthique. Nous connaissons déjà les technologies de procréation médicalement assistée, PMA, comme l'insémination artificielle et la fécondation in vitro, qui permettent d'amorcer le processus de reproduction à l'extérieur du ventre de la mère par des moyens dits artificiels. Or, ce procédé a son équivalent à l'autre bout du cycle de reproduction. Si l'on considère le cas des prématurés qui peuvent être placés dans des couveuses dès la 23e ou la 24e semaine. Dans l'esprit de bien des chercheurs, ces prouesses techniques permettent d'envisager les réalisations prochaines de ce que l'on appelle l'ectogenèse, terme désignant la production complète d'un bébé humain hors du ventre maternel dans un utérus artificiel. Or, cette perspective est souvent donnée en exemple par les critiques du transhumanisme pour illustrer l'idée de déshumanisation. Voyons ce qu'il en est. L'ectogenèse se prête bien au scénario de la pente glissante, souvent évoquée par les technophobes. Au départ, cette technologie sera probablement offerte à des femmes qui sont incapables pour diverses raisons d'avoir des enfants, ou pour lesquelles la grossesse présente des risques graves. La technologie sera ensuite rendue disponible pour des raisons de simple commodité à des couples gays, à des femmes que la grossesse rebute, à des sportives ou à des femmes de carrière qui veulent éviter d'interrompre leurs activités professionnelles pendant la grossesse et l'accouchement, etc. Le stade ultime serait celui où l'humanité entière adopterait ce mode de reproduction et où tous les enfants seraient dorénavant produits en laboratoire dans des utérus artificiels. L'ectogenèse soulève des interrogations éthiques légitimes. La première concerne les effets potentiels sur l'enfant et sur la mère de la privation de cette expérience de contact charnel intime que constitue la gestation du fœtus dans le ventre maternel. Certains pensent que cette expérience est structurante pour le futur enfant et pour la future mère, et donc que l'abolir reviendrait à détruire quelque chose de fondamental,
On sait par exemple que le fœtus est sensible aux stimulations sensorielles qui lui parviennent pendant son séjour dans le ventre maternel, qu'il est déjà réceptif à la voix et à la langue de la mère à la naissance, etc. Une autre image négative forte qui émerge de l'ectogenèse est celle du bébé comme produit manufacturé, fabriqué en laboratoire par des moyens artificiels et sur un mode industriel. Ce scénario suggère un asservissement de l'être humain à la machine, dans lequel on peut voir un processus déshumanisant. Certains évoquent également l'effet déstabilisant pour un enfant de savoir qu'il est né d'une machine. L'ectogenèse met également en cause l'identité de la femme et la place de la maternité et de la fonction de génitrice dans cette identité. Il y a à ce sujet un débat important au sein du mouvement féministe. Un courant de pensée différentialiste, opposé à l'ectogenèse, considère que la maternité est une pièce essentielle de l'identité féminine. L'octogenèse viendrait dérober à la femme cet attribut fondamental qui se trouve inscrit dans sa nature biologique. De manière générale, l'ectogenèse efface également une pièce essentielle de la différenciation des sexes, puisqu'hommes et femmes se trouveraient désormais à occuper des fonctions identiques dans le processus de reproduction. Le courant de pensée opposé au différentialisme peut être qualifié d'égalitariste. Il défend une vision culturaliste de la féminité associée à la fameuse phrase de la philosophe française Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient ». Selon cette perspective, il n'y a pas d'essence de la femme, tout comme il n'y a pas de nature féminine ou d'instinct maternel. Les attributs de l'homme et de la femme sont essentiellement des constructions culturelles. L'ectogenèse est vue par ces égalitaristes comme une avancée pour les femmes, une libération de ce que l'auteur féministe Shumalit Firestone a appelé la tyrannie de la reproduction, trop longtemps utilisée par les hommes pour confiner la femme à son rôle de mère. Elle voit également l'effacement de la différence entre paternité et maternité découlant de l'ectogenèse comme l'étape ultime de la marche vers l'égalité entre hommes et femmes. Le cas des parents adoptifs apporte un éclairage intéressant à ce débat. Il est difficile de nier que les parents adoptifs puissent être des parents à part entière et qu'ils puissent désirer leur futur enfant et lui manifester un attachement et un dévouement égaux à ceux des parents biologiques. Or, des parents obtenant un enfant par le procédé de l'ectogenèse ne pourraient-ils eux aussi désirer et aimer leur enfant autant que si sa gestation s'était déroulée dans le ventre de la mère? Il n'y a peut-être pas de raison de croire que les ressorts de la parentalité seraient modifiés de façon importante par l'expansion de l'ectogenèse, moyennant certaines modalités bien concrètes. Les parents pourraient observer le développement continu de leur futur enfant à travers la vitre de la couveuse, ce qui n'est pas possible dans le ventre de la mère. Un dispositif pourrait permettre au fœtus d'entendre leur voix, etc. D'autre part, on peut s'interroger sur les raisons qui feraient que la technologie de l'ectogenèse éliminerait complètement la grossesse naturelle. Il est possible et même probable que l'ectogenèse soit d'abord réservée à une élite fortunée, avant de devenir accessible à une plus large proportion de la population. Mais il est aussi plausible de croire que bien des couples continueraient d'opter pour la grossesse naturelle. Le choix d'un mode de reproduction relèverait de la liberté personnelle des femmes et des couples, hormis le contexte peu vraisemblable où un État dictatorial imposerait à toutes les femmes de renoncer à enfanter. Il n'est donc pas clair que l'ectogenèse doive inévitablement devenir un mode de reproduction unique ou même dominant. Reste l'argument de la précaution. Rien ne peut nous prémunir contre d'éventuelles dérives et la meilleure manière de les éviter est de couper court au développement de la technologie de l'ectogenèse. On voit que ce cas est intéressant et met en évidence des questions qui se posent. Que pose le développement actuel des sciences et technologies qui déplacent les repères, qui semblent pouvoir modifier l'identité humaine, l'essence humaine,
Il semble donc que voilà, les questions sont importantes et un principe de précaution tout de même s'impose. L'impératif technicien ne doit pas prévaloir, mais plutôt l'impératif de protéger, me semble-t-il, l'humanité. Protéger l'humanité, mais aussi, on l'a vu dans le cadre du chapitre sur l'éthique de l'environnement, protéger plus largement la nature, les êtres vivants, même certains paysages, qui ont une valeur également. Le post-humanisme, le transhumanisme, le post-humanisme, je pense, doivent nous effrayer. Je me rallie ici à Jürgen Habermas et d'autres philosophes. L'humanité est tout de même une chose importante. Et il nous faut la protéger. De même qu'il faut protéger la nature, l'environnement, l'ensemble des êtres vivants et de ce qui est beau dans le cosmos. Voilà. En parlant de beauté, nous introduisons le chapitre suivant, chapitre consacré à l'éthique de l'art. Nous verrons, ce sera notre dernier chapitre d'éthique appliquée, en quoi l'art pose des questions éthiques également. Et puis nous conclurons en réfléchissant justement sur ce qu'est l'humanité, quelle est sa valeur propre. Je répondrai à une question d'un étudiant de l'Université catholique de Louvain qui a regardé la vidéo sur le cours d'éthique de l'environnement sur Facebook et qui m'a envoyé par email la question suivante à laquelle je répondrai en conclusion de ce cours de philosophie morale. Merci Tom pour cette question stimulante pour notre réflexion. Je lis déjà cette question. La seule chose qui semble ne pas être remise en question dans l'exposé sur l'éthique de l'environnement, c'est la place de l'homme au sommet. Mais ce ne va pas forcément de soi. Comment justifier ce choix de laisser l'homme au sommet comme ayant plus de valeur que les autres êtres vivants, alors que cette notion de valeur est arbitraire définie par l'homme lui-même? La phosphorescence, la capacité de voler, de respirer sous l'eau, de voir dans la nuit, ne pourrait-elle pas être d'autres critères qui feraient des animaux, pourvus de cette faculté, des êtres ayant plus de valeur? Pourquoi mettre arbitrairement la rationalité humaine au-dessus du reste, et donc faire de l'homme un être ayant plus de valeur que les autres êtres vivants? Bien sûr, on sent intuitivement que la rationalité mérite d'être au-dessus du reste, mais cela peut malgré tout être interrogé, problématisé, comme n'allant peut-être pas de soi. C'est une bonne question, et je pense que cette question peut être élargie. Pourquoi est-ce que l'humanité a plus de valeur que la post-humanité, que le cyborg, que des êtres transhumains ou post-humains qui viendraient après l'humanité, sorte d'êtres construits grâce aux technologies de l'information, aux biotechnologies, aux nanotechnologies, à la robotique, à l'intelligence artificielle. Pourquoi ces êtres auraient-ils moins de valeur que l'humanité, que l'être humain de base? Pourquoi est-ce que l'humanité est importante? Pourquoi est-elle si importante? C'est une question à laquelle je tâcherai de répondre en conclusion de ce cours de philosophie morale. Merci beaucoup et bonne semaine à chacune et à chacun.